Pour une poignée de francs, Sandrine Dubois fit l'acquisition d'un mas délabré, ignorant que cette chance de tout recommencer allait devenir une abomination, une épreuve qu'aucun mortel ne devrait affronter. Représentez-vous la détresse d'une mère devenue veuve, d'une taille si imposante qu'on l'appelait « la géante », tentant désespérément de sauver ses 3 enfants au milieu des paysages desséchés de Provence, démunie, sans toit, n'ayant que sa foi pour la guider à travers l'incertitude. Elle avait cru que ce mas abandonné serait son havre de paix, mais sous les pierres disjointes et dans le murmure du vent aride, une entité ancienne et vorace l'attendait déjà. Cela paraît invraisemblable, pourtant cette histoire s'est déroulée dans le sud de la France en l'an 1925, et ce que cette femme y trouva cette nuit la bouleversa à jamais le destin des siens. Avant que nous poursuivions, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur j'aime, car le dénouement de ce récit vous surprendra comme jamais vous ne l'auriez cru. Et confiez-moi ici en commentaire, auriez-vous eu l'audace d'acheter un mas si c'était votre seul et unique espoir de mettre votre famille à l'abri? La Provence, en 1925, était un chaudron de misère et de tension. La Grande Guerre était terminée, mais ses blessures suppuraient encore, et les luttes intestines pour le pouvoir ne cessaient pas. Des bandits de grands chemins semaient la terreur sur les routes, et le gouvernement central promulguait des lois qui ne faisaient qu'enflammer de nouvelles colères. Le souvenir de la grippe espagnole hantait les esprits, elle qui avait fauché des villages entiers, laissant derrière elle des cohortes d'orphelins, de veuves et des fermes à l'abandon que nul n'osait plus revendiquer. C'est dans ce décor de désolation et de poussière que Sandrine Dubois assista à l'effondrement de son monde déjà si fragile. Sandrine n'avait que 31 ans le jour où elle mit son époux en terre. Léo Dubois n'était ni un héros de guerre, ni un riche propriétaire. C'était un homme simple, un mineur des Cévennes, droit et solide comme un roc, dont la seule richesse était l'estime de ses pairs. Il peinait dans les mines des Cévennes, gagnant tout juste de quoi assurer à Sandrine et à leurs 3 enfants un plat de lentilles et un abri de tôle. Rien de plus. Lorsqu'un effondrement dans une galerie, conséquence de la négligence et de la cupidité de la compagnie, l'emporta, Sandrine se retrouva seule face à 3 jeunes vies à préserver. Elle ne possédait pas le moindre sou, seulement l'amère certitude que le chef de chantier de la mine viendrait bientôt les chasser de leur petite cabane de mineurs. Ce qui ne manqua pas d'arriver. 2 semaines à peine après l'enterrement hâtif, le contremaître, un individu brutal et sans cœur, frappa à sa porte. Sandrine se tenait là, cette femme de près de 2 mètres, une géante qui en imposait à beaucoup, mais qui était à présent anéantie par le chagrin. Ses enfants se pressaient contre elle, Lucas, l'aîné, qui avait tout juste 11 ans, Manon, la deuxième, âgée de 8 ans, et le petit Enzo, qui célébrait à peine ses 5 ans. L'homme ne manifesta aucune pitié. Il lui annonça dans un français approximatif qu'il avait besoin de la cabane pour un nouveau mineur et lui accorda 3 jours pour déguerpir. 3 jours pour se reloger, 3 jours pour sceller le sort de 3 enfants dans un pays à la dérive, 3 jours qui filèrent comme 3 secondes. Sandrine n'avait plus de famille. Ses parents avaient été emportés par l'épidémie de grippe des années plus tôt. Léo était enfant unique, et ses propres parents n'étaient plus de ce monde. Leurs rares amis étaient d'autres mineurs, tout aussi misérables qu'elle, luttant pour leur propre survie. Elle envisagea de solliciter l'aide du curé du village, mais elle en connaissait le prix. On l'enverrait dans un hospice et on lui arracherait ses enfants pour les placer dans des orphelinats distincts, d'où elle ne les reverrait probablement jamais. C'est alors, durant le 2e jour de cet ultimatum inhumain, que Sandrine surprit une discussion sur un marché provençal. Tandis qu'elle tentait de troquer un vieux châle de son défunt mari contre un peu de farine de châtaigne, 2 hommes à l'allure de maquignons, de véritables vautours fonciers, discutaient bruyamment près de la fontaine. L'un d'eux, un certain Stéphane Leroux, était une figure locale, réputé pour racheter à vil prix des biens tombés en disgrâce. L'autre était un inconnu, visiblement un investisseur venu de la capitale. Leroux déclarait d'une voix éraillée mais distincte, 500 francs, mon cher, 500. C'est cadeau. Mais soyons francs, personne ne veut de ce trou perdu. On raconte que le malin y a élu domicile. L'étranger ricana, dédaigneux. Le malin? Je n'accorde aucun crédit à ces fables de paysans. Qu'en est-il vraiment? Stéphane Leroux hocha la tête, simulant une mine grave. Vous feriez bien d'y croire. 4 familles s'y sont installées ces 3 dernières années. Toutes ont décampé, mortes de peur. La dernière a tout laissé sur place. Ils ont fui au beau milieu de la nuit, en criant que des démons les poursuivaient. L'ancien propriétaire, Pierre Delacroix, un homme aussi riche qu'orgueilleux, s'est volatilisé à l'intérieur de sa propre maison. On n'a jamais retrouvé le moindre de ses ossements.
sa famille a filé à Paris et a liquidé la propriété pour une misère. Et je peux vous dire qu'ils étaient fortunés. L'investisseur croisa les bras, impatient. Mais quel est le véritable problème? Il doit y avoir autre chose que des comptes à dormir debout. Leroux baissa le ton, mais Sandrine, grâce à sa haute stature qui dominait le tumulte du marché, n'en perdit pas un mot. Des bêtes. Deux loups d'une taille colossale. Mais ce ne sont pas des loups ordinaires. Les gens d'ici les appellent des bêtes loups surnaturelles, des sorciers métamorphosés. Elles s'en prennent à quiconque ose s'approcher de la terre. Elles ont décimé le bétail. Les ânes, la volaille. On dit qu'elles cernent la bâtisse principale chaque nuit. Les derniers occupants ont juré les avoir vus par les fenêtres, leurs yeux luisants comme des charbons incandescents dans les ténèbres. L'étranger fit un pas en arrière, visiblement troublé. Et vous me proposez d'acheter une propriété infestée par ces créatures? Vous avez perdu la raison? Leroux écarta les mains, comme pour se rendre. D'où le prix, mon ami. C'est une aumône. 500 francs pour un mas avec une maison de maître en pierre, une grange, un puits et des centaines d'hectares de bonne terre, quoique sèche. Ailleurs, ça vaudrait 50 000 francs or. Si vous arrivez à purifier le lieu, avec un bon prêtre ou beaucoup de cartouches, vous ferez l'affaire du siècle. L'homme éclata d'un rire jaune et tourna les talons. Je tiens à mon âme, merci bien. Sandrine resta figée, le châle dérisoire serré contre son cœur. Elle possédait précisément 600 francs, dissimulés dans une petite boîte métallique qu'elle avait cousue dans la bourre de son matelas. C'était l'intégralité des économies de Léo, amassées sou après sou durant des années de labeur. L'argent de leur rêve, celui d'acquérir un jour un petit bout de terrain bien à eux, loin de la compagnie minière. Un lieu d'où leurs enfants ne pourraient être expulsés. Un toit pérenne. Mais des bêtes loups surnaturelles. Sandrine connaissait les légendes. Elle savait qu'elles étaient bien plus que de simples histoires. Elles étaient la réponse à l'inexplicable, l'incarnation des peurs ancestrales et d'un pouvoir sauvage. Elle savait qu'une telle créature n'était pas qu'un simple animal, mais une intelligence obscure et létale. Elle savait qu'un loup de cette taille pouvait mettre un homme en pièces en un clin d'œil. Mais qu'est-ce qui la terrifiait davantage que des esprits anciens? Voir ses enfants mourir de faim dans la garrigue, voir Lucas, Manon et Enzo séparés et envoyés dans des hospices où on les traiterait en esclaves, survivre de mendicité dans les rues. Sandrine, la géante que tous dévisageaient avec un mélange d'admiration et de crainte, prit la décision qui allait sceller leur destin. Elle s'avança vers Stéphane Leroux d'une démarche assurée, sa haute silhouette fendant la foule qui murmurait sur son passage. L'homme était en train de ranger ses documents dans une sacoche de cuir élimée lorsqu'elle lui posa la main sur l'épaule. « Monsieur Leroux, » dit Sandrine d'une voix grave, s'efforçant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « J'ai entendu votre discussion. Le mas dont vous parliez. Celui des bêtes loups. Je le prends. » Stéphane Leroux la dévisagea de la tête aux pieds, notant sa robe de deuil usée, ses sandales fatiguées, son visage creusé par l'épuisement et le chagrin, mais aussi cette stature hors du commun. « Madame, vous avez bien entendu la partie concernant les ennuis? » « J'ai tout entendu, » affirma Sandrine. « Et vous le voulez toujours? » Elle déglutit, la poussière lui irritant la gorge. « Il me faut un endroit pour mes enfants. On nous a mis à la porte de la mine. Nous n'avons aucun autre lieu où aller. Si le prix est bien de 5 francs, je les ai sur moi. » Leroux observa son visage un long instant. Il y avait dans son regard sombre une résolution confinant à la folie, un désespoir qu'il ne connaissait que trop bien. Il avait déjà vu cette lueur chez les gens dos au mur, ceux qui n'ont plus rien à perdre. « Écoutez, madame, dit-il en adoucissant le ton. Je suis un homme d'affaires, pas un meurtrier. Je ne vous ai pas menti sur le danger. Ces créatures existent. J'ai vu de mes propres yeux les entailles de griffes sur les poutres du auvent. Elles sont aussi larges que ma main. J'ai vu ce qu'il restait d'une vache qu'elles avaient éventrée. Si vous y allez avec des enfants. Mes enfants mourront de faim si je n'ai pas un toit sur leur tête, le coupa Sandrine. Là-bas, au moins, il y aura des murs en pierre et de la terre à cultiver. Je trouverai bien un moyen de m'accommoder des bêtes loups, ou elles de moi. Leroux poussa un profond soupir. Il n'était pas un saint, mais pas un monstre non plus. Et une affaire est une affaire, même pour 500 francs. Soit,
mais je ne veux pas avoir votre mort sur la conscience sans vous avoir mis en garde une dernière fois. Soyez à mon étude demain, au lever du jour, avec l'argent. Je préparerai l'acte de vente. C'est un vieux titre datant de l'Empire, sous Napoléon III, mais il est en règle. Et que Dieu, ou qui que ce soit qui veille sur cette garrigue, vous étend sa sainte garde, madame. Cette nuit-là, Sandrine rassembla ses enfants autour d'un feu de bois de chêne vert, derrière la cabane qu'ils allaient devoir quitter. Lucas, à 11 ans, avec son air déjà si grave, sentit immédiatement que quelque chose d'important se préparait. Manon câlinait sa poupée de chiffon et Enzo sommeillait, la tête sur les genoux de sa mère. « Mes enfants » commença Sandrine en pesant ses mots, sa voix grave se répercutant dans la fraîcheur nocturne. « Demain, nous partons. Nous allons nous installer dans un nouvel endroit, notre propre masse. » Lucas fronça les sourcils. « Notre masse ? Mais comment, maman ? » « Avec l'argent que votre père avait mis de côté, » répondit-elle en posant la main sur la boîte en fer blanc. « Il a toujours rêvé que nous ayons notre propre terre. Nous allons réaliser son rêve. » Lucas, tout excité, laissa tomber le bout de bois avec lequel il traçait des lignes sur le sol. « Un vrai mas ? Avec de la terre à planter ?» Sandrine esquissa un sourire, mais un sourire crispé, teinté de douleur. « Un jour, peut-être, mon chéri. Mais vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. L'endroit est très isolé, loin du village, au cœur de la garrigue. Et la garrigue est un lieu sauvage. » « Sauvage comment, maman ? » demanda Lucas, qui à 11 ans n'était plus dupe et avait connu la rudesse de la vie à la mine. Sandrine marqua une pause. Comment parler à un enfant de bête-loup surnaturel sans le paralyser de peur ? Comment les préparer à une chose qu'elle-même peinait à concevoir ? Il y a des animaux sauvages, dit-elle finalement. Des loups, des vipères. Des bêtes qui peuvent être dangereuses si l'on est imprudent. C'est pourquoi il faudra être très malin. Ne jamais, au grand jamais, sortir seul de la maison, et m'obéir en tout. Compris ? Lucas acquiesça lentement, mais Sandrine vit l'incertitude poindre dans ses yeux sombres. Manon semblait plus angoissée qu'enthousiaste, serrant sa poupée contre elle. Enzo dormait toujours, ignorant tout du poids de cette décision. Tout se passera bien, assura Sandrine, cherchant davantage à se rassurer elle-même qu'à les convaincre. Nous serons ensemble, et nous aurons un toit que nul ne pourra nous prendre. C'est tout ce qui compte. Le lendemain, à l'aube, Sandrine tendit les 500 francs à Stéphane Leroux. En échange, il lui remit un document jauni et fragile, orné des sceaux de l'époque de Napoléon III. Pour les quelques francs restants, Leroux lui céda une vieille ânesse récalcitrante et un plan sommaire griffonné sur un bout de papier. « C'est à 4 bonnes heures de marche plein ouest, » précisa-t-il, en détournant le regard. Le sentier est bien marqué jusqu'au ruisseau asséché. Ensuite, il suffit de suivre les ornières d'une vieille charrette abandonnée. Le mas est niché dans une petite vallée, entourée de vieux chênes verts. C'est la seule bâtisse en pierre à des lieues à la ronde. Impossible de se perdre. Sandrine le remercia et se mit en route avec ses enfants. Toutes leurs possessions tenaient dans 2 vieilles malles et quelques sacs de toile chargés sur l'ânesse, des habits élimés, quelques récipients en terre, les bottes de mineurs de lait auxquelles n'avaient pu se résoudre à vendre, et de quoi subsister quelques jours, un peu de farine de châtaigne et de la viande séchée. La marche fut une épreuve. Le soleil de midi écrasait la Provence de sa chaleur de plomb. La poussière ocre piquait les yeux et la gorge. L'ânesse avançait à pas comptés, et Sandrine, malgré sa haute taille, marchait à ses côtés, portant Enzo pour ménager la bête. Le paysage se transforma peu à peu. L'agitation du hameau minier s'estompa, laissant place à un silence pesant, presque total. La garrigue s'étendait à perte de vue, ocre et infini. Les chardons et les genêts se dressaient tels des sentinelles spectrales. Aucun chant d'oiseaux, seulement le sifflement du vent sec dans les rochers. En atteignant le ruisseau asséché, Sandrine frissonna malgré les 40 degrés ambiants. La trace qu'elle suivait n'était plus qu'un vague souvenir, un chemin de mort et d'oubli. L'atmosphère était lourde, stagnante, comme si la terre elle-même retenait son souffle. C'était le genre de lieu où le malin pouvait fort bien faire sa sieste à l'ombre des buissons épineux. « J'ai peur, maman » chuchota Manon en s'agrippant à la jupe de sa mère. « Ce n'est que la garrigue, ma chérie. On est presque arrivé. » Mais Sandrine ressentait elle aussi cette étreinte au cœur,
cette certitude d'être épiés, la sensation que des yeux invisibles et hostiles les observaient depuis l'ombre des roches surchauffées. Après une autre heure, qui sembla une éternité passée à trébucher sur les cailloux et le sable, la piste déboucha sur une combe. Et là, se dressait le mas. Le mas de l'ombre. Le nom était à demi effacé sur une arche de pierre en partie écroulée. Le corps de logis était en pierre et en pisé, une bâtisse robuste qui avait connu des jours meilleurs. Les murs étaient épais, mais une partie de la toiture en tuiles rouges s'était effondrée. 2 fenêtres, sombres comme des orbites vides, perçaient la façade, ainsi qu'une lourde porte en chêne fissurée. Sur le côté, une étable en bois menaçait de s'écrouler, près d'un enclos en ruine. Un puits à la margelle de pierre trônait au centre de la cour. Tout autour, la terre était sèche et craquelée, envahie par la garrigue et les broussailles. Le désert végétal les cernait, un mur infranchissable de silence et de soleil. C'était à la fois un refuge parfait et un lieu terrifiant. Sandrine sauta à bas de l'ânesse, soulevant un nuage de poussière. Elle aida les enfants à descendre de la bête, qui émit un hennissement de frayeur. Le silence était absolu. Nul insecte, nul oiseau, rien que le souffle du vent dans les ruines. « Ne vous éloignez pas de moi », ordonna Théel en prenant Enzo dans ses bras. Elle s'approcha de la porte d'entrée et la poussa. Elle n'était pas verrouillée, simplement obstruée par le sable accumulé. Elle s'ouvrit dans un long grincement strident, une plainte déchirante dans le silence ambiant. L'intérieur exhalait une odeur de poussière séculaire, de renfermé, et une autre, plus âcre, une odeur animale et rance. Des meubles massifs étaient recouverts de draps figés par la poussière. Une grande table de ferme se trouvait dans la pièce principale, entourée de chaises renversées et d'un buffet ancien en bois sombre. Dans la cuisine, des poteries brisées jonchaient le sol. Tout témoignait d'une fuite précipitée et paniquée. Lucas, qui suivait sa mère, désigna un détail sur le mur. « Maman, regarde. » Sur la poutre. Le sang de Sandrine se figea. Dans la poutre maîtresse qui surplombait l'entrée, 5 sillons parallèles étaient profondément gravés. L'œuvre de griffes gigantesques, qui avait lacéré le bois dur comme s'il s'agissait de terre molle. Ce doit être un animal sauvage qui s'est introduit pendant que la maison était vide. Un ours, sans doute, hasarda Sandrine, la voix mal assurée, sachant pertinemment qu'il n'y avait pas d'ours dans cette région de Provence. Elle inspecta le reste de la demeure, le cœur battant la chamade. 2 petites chambres au fond, avec des lits de fer rouillés. L'une d'elles portait d'autres marques de griffes sur l'encadrement de la fenêtre, comme si quelque chose avait tenté de s'y introduire avec acharnement, testant la solidité des murs. Sandrine choisit de ne rien dire de plus à ses enfants. Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer sommairement, à chasser la poussière, à ouvrir les lourds volets pour aérer les pièces. Ils découvrirent quelques denrées abandonnées, des sacs de lentilles véreuses, un tonneau vide mais rien de réellement utilisable. Les anciens occupants avaient fui dans une telle terreur qu'ils avaient même laissé les portraits de famille au mur. Alors que le soleil commençait à décliner derrière les collines, embrasant le ciel d'un rouge sanglant, Sandrine ferma toutes les issues, vérifia les verrous à 2 reprises, barricada la porte d'entrée avec la lourde table, et installa les enfants dans la chambre la plus sûre, tous 3 sur le même lit de camp. Lucas voulut protester, arguant qu'en tant qu'homme de la maison, il se devait de veiller dans la pièce principale, mais quelque chose dans le regard de Sandrine, un mélange de détermination farouche et de panique contenue, le fit taire. « Quoi que vous entendiez cette nuit, » leur dit Sandrine, sa voix grave inhabituellement tendue dans la petite pièce, « n'ouvrez sous aucun prétexte. Ne regardez pas par la fenêtre. Bouchez-vous les oreilles et priez. Tout ira bien. »« Maman, tu nous angoisses, » murmura Manon, en serrant sa poupée. « Je suis juste prévoyante, ma puce. Dormez, maintenant. » Sandrine referma la lourde porte de la chambre et la cala de l'extérieur avec une vieille malle. Elle retourna dans la grande salle, alluma un unique morceau de bougie qu'elle avait trouvé. Elle s'assit sur une chaise massive, le dos contre le mur, faisant face à la porte d'entrée qu'elle avait bloquée avec la table. Dans sa main, elle serrait un couteau de cuisine rouillé, trouvé sur le sol. Une piètre défense contre ce qui rôdait au dehors, mais c'était la seule qu'elle possédait. Les premières heures de la nuit s'écoulèrent dans un silence de tombe. La garrigue, fournaise le jour, était devenue glaciale. Sandrine n'entendait que le sifflement du vent sur les tuiles et les battements de son propre cœur. Elle commençait à se détendre, se disant que les histoires n'étaient peut-être que des fables. Que les bêtes avaient peut-être quitté les lieux depuis longtemps.
que la peur des gens était sans doute excessive. C'est alors qu'elle l'entendit. Un grognement sourd, guttural, qui semblait émaner des profondeurs de la terre. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ordinaire, le son était trop caverneux. Il faisait vibrer les murs de pierre. Sandrine se figea sur sa chaise, le couteau tremblant dans sa main. Le grognement se fit à nouveau entendre, plus proche cette fois, suivi du bruit caractéristique de lourdes griffes raclant la pierre de la margelle du puits, au milieu de la cour. Elle se contraignit à se lever. Elle se déplaça sans un bruit, ses pieds nus glissant sur les tommettes. Elle atteignit la fenêtre principale. D'une main tremblante, elle écarta le lourd volet de bois d'1 centimètre à peine et regarda dehors. Ses yeux s'habituèrent lentement à la pénombre, seulement éclairés par une lune blafarde et cruelle. Et alors, elle la vit. Dans la cour, près du puits, se tenait une ombre qui n'était pas de ce monde. Un loup, certes, mais un loup aussi grand que l'ânesse qui les avait conduits ici. Son pelage était sombre, presque noir, sa tête massive. Mais le pire, c'étaient ses yeux. Une lueur rouge, contre nature, 2 brasiers incandescents qui la fixaient, comme si la bête savait qu'elle était là, à l'observer. L'animal humait l'air, tournant la tête en direction de la maison. Sandrine étouffa un cri. C'est alors qu'elle entendit le second bruit, un autre grognement identique provenant de l'étable en ruine, de l'autre côté du mas. Ils étaient 2. Il y en avait 2. Sandrine se précipita en silence vers la fenêtre de la cuisine, qui donnait sur l'autre côté. Elle jeta un œil. C'était bien cela. La seconde bête, tout aussi colossale, était là, faisant le tour de la propriété. Les 2 créatures agissaient de concert, chassant, cernant la maison tels des stratèges sur un champ de bataille. La nuit s'étira en une terreur sans fin. Sandrine resta éveillée, à l'écoute des bêtes qui tournaient autour de la maison, grattaient les murs de pierre, secouaient les volets. À un moment, l'une d'elles bondit sur le toit effondré de l'aile voisine, et Sandrine entendit ses pas pesant sur les poutres, le craquement des tuiles sous son poids. Elle pria cette nuit-là plus qu'elle ne l'avait fait de toute sa vie. Elle pria pour que la table tienne, que les fenêtres résistent, que les enfants ne se réveillent pas en hurlant. Aux premières lueurs de l'aube, lorsque le ciel se teinta de gris, les bruits cessèrent enfin. Les grognements se muèrent en un hurlement long et déchirant qui s'éteignit au loin. Les bêtes étaient parties, absorbées par la lumière naissante. Sandrine s'affaissa sur sa chaise, tremblante d'épuisement, mais vivante. Elle se rua vers la chambre des enfants et dégagea la malle. Ils étaient réveillés, recroquevillés sous la couverture élimée, le visage blême, mais sain et sauf. La maison avait tenu bon, mais elle savait, avec une certitude glaciale, que ce n'était que la première nuit. Les bêtes reviendraient. Le matin, après avoir attendu une bonne heure que le soleil soit haut dans le ciel, Sandrine sortit prudemment pour constater les dégâts, son couteau à la main. La cour était sens dessus dessous. La porte de l'étable avait été arrachée de ses gonds. L'un des volets du salon était fendu, là où une des bêtes avait tenté de le forcer. Et partout, dans la poussière, des empreintes. Des empreintes de canidés gigantesques, plus larges que la main de Sandrine, doigts écartés. Des empreintes profondes, témoignant d'un poids considérable. Lucas, qui n'avait pu rester enfermé, la rejoignit et vit sa mère qui scrutait le sol. « Maman, qu'est-ce que c'est ? » Ça. Ça ne sont pas des empreintes de loup normal. Sandrine ne pouvait plus nier l'évidence. Son visage, tanné par le soleil et la douleur, se crispa. « Non, mon fils. Ce sont celles des bêtes loups. Elles sont venues cette nuit. » Lucas regarda la maison de pierre, puis la garrigue infinie qui les cernait. Son visage d'enfant, blême de terreur, posait la même question qui torturait l'esprit de Sandrine. « Que allons-nous faire, maman ? On ne peut pas rester ici. » « Nous allons survivre, » affirma Sandrine avec une conviction qu'elle ne ressentait pas, sa stature imposante semblant soudain moins assurée. « Nous allons consolider cette porte. Nous allons clouer les volets des fenêtres inutiles. Nous resterons à l'intérieur dès que le soleil se couchera, et nous trouverons une solution. » Mais laquelle ? Comment une veuve géante, seule au milieu de nulle part avec 3 jeunes enfants, pouvait-elle tenir tête à 2 créatures surnaturelles qui considéraient cette terre comme leur domaine ? Les jours qui suivirent furent un enfer de tension permanente. Le jour, Sandrine s'efforçait de maintenir une routine normale. Elle fit participer les enfants au nettoyage de la maison, à balayer des années de poussière.
Elle tenta de défricher un coin de terre près de l'entrée pour y faire un petit potager, toujours sous la surveillance de Lucas depuis le seuil, toujours avec son couteau à la ceinture, toujours un œil sur les ombres des chênes verts qui bordaient la combe. Les bêtes restaient invisibles le jour, mais Sandrine sentait leur présence. Elle les savait là, tapis quelque part dans les collines arides, l'observant à distance, attendant la nuit. Et chaque soir, immanquablement, dès que le dernier rayon de soleil s'évanouissait, la terreur revenait. Les bêtes arrivaient, parfois ensemble, parfois séparément, tournant autour de la maison, griffant les murs de pierre, faisant tomber la poussière du plafond, grognant d'un son qui vous transperçait jusqu'aux os. Une nuit, l'une d'elles parvint à enfoncer la porte de l'étable que Sandrine avait tenté de rafistoler. Elle s'y engouffra. Sandrine entendit le fracas, puis le bruit des dernières poutres vermoulues qui se brisaient. La bête-loup y passa la nuit, comme si elle prenait possession de ses ruines. Sandrine et les enfants entendirent ses grognements gutturaux et le bruit du vieux bois qu'elle rongeait et déchiquetait pendant des heures. À l'aube, un silence pesant s'installa sur le mas. Sandrine découvrit l'étable dévastée. Les quelques vieux outils qui s'y trouvaient étaient en pièces. Un vieux joug de bœuf fracassé, des sacs de grains éventrés. Et la bête-loup était toujours là. Sandrine se figea sur le seuil de la maison, à 30 mètres de l'étable. À travers une fente entre les planches disjointes, elle aperçut la lueur de 2 charbons ardents qui la fixaient depuis l'obscurité. La bête était coincée. Le vacarme qu'elle avait provoqué en entrant avait fait s'effondrer le linteau principal, obstruant la sortie. La bête-loup s'était piégée elle-même. Une idée terrible et désespérée traversa l'esprit de Sandrine. Elle pouvait renforcer le blocage. La laisser là. Elle finirait bien par mourir de faim ou de soif sous le soleil de plomb. C'était une chance, un moyen de se débarrasser d'au moins une des menaces. Une pensée cruelle, née de la panique d'une mère. Mais tandis qu'elle envisageait cette option, sentant la froideur de l'acier dans sa main, un événement étrange se produisit. La bête-loup à l'intérieur de l'étable se mit à émettre un son différent. Ce n'était ni un grognement de menace, ni un rugissement de fureur. C'était presque un hurlement, mais un hurlement brisé, un appel plaintif qui fit vibrer l'air sec du matin. Et des collines environnantes, au loin, lui parvint une réponse. La seconde bête-loup qui répondait à son appel. Sandrine comprit à cet instant, avec une lucidité foudroyante, qu'il s'agissait d'un couple, de partenaires, et que ce son n'était pas un cri de rage, mais d'angoisse. La bête piégée appelait l'autre, non par colère, mais par besoin. Il y avait une intelligence profonde et ancienne en ces créatures, quelque chose qui dépassait de loin le simple instinct animal. C'est à ce moment précis, alors que Sandrine était figée entre la peur de la bête prisonnière et de celle qui était libre, qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle pivota, son corps massif se mouvant avec la rapidité de la panique, brandissant son couteau, et vit un homme qui remontait le sentier du ruisseau asséché. C'était un homme d'un certain âge, mais qui ne faisait pas son âge, peut-être 60 ou 70 ans, difficile à dire. Un homme des Cévennes, sans aucun doute, à voir ses espadrilles, son pantalon de toile et sa simple chemise. Son visage était un parchemin buriné par le soleil et le vent, chaque ride témoignant d'une vie passée au grand air. Ses longs cheveux gris étaient noués par un cordon, mais le plus saisissant était son regard sombre, d'une profondeur insondable, empreint d'un calme aussi ancien que les montagnes elles-mêmes. « Bonjour, madame », dit l'homme d'une voix douce, à peine un murmure, mais parfaitement audible dans ce silence. « Vous avez fait une erreur en achetant cette terre. Elle ne vous est pas destinée. » Sandrine brandit son couteau, sa silhouette imposante se dressant tel un rempart devant la porte de la maison. « Qui êtes-vous ? Et comment savez-vous cela ? » Le vieil homme s'arrêta à bonne distance, sans manifester la moindre crainte. « Je m'appelle Jean Moreau, et je sais, parce que la terre me parle, et je l'écoute. Je vis dans les Cévennes, à 2 jours de marche d'ici, mais j'ai perçu le déséquilibre. » Il désigna l'étable du Menton. « J'ai entendu l'appel de nuit. Il est pris au piège. Ombre ne doit pas être loin, dans les collines, elle attend. Vous les connaissez ? Vous leur avez donné des noms ? » demanda Sandrine, stupéfaite. Jean Moreau s'approcha lentement de l'étable, sans se soucier du danger. Il examina l'entrée obstruée, les marques de griffes. Il écouta un instant les grognements anxieux qui s'échappaient de l'intérieur. « Nuit, murmura-t-il, c'est le mâle. Ombre est la femelle. Elle est plus rusée,
plus dangereuses. Ce sont des bêtes-loups surnaturelles, des sorciers, chuchota Sandrine, se faisant l'écho des craintes locales. Jean Moreau la regarda de ses yeux immémoriaux. C'est ainsi que les gens du village les nomment, par peur. Ce ne sont pas des sorciers. Ils sont bien plus anciens. Ce sont les gardiens de ce lieu, les esprits de la garrigue incarnée. Et l'ancien maître de ces terres, Pierre de la Croix, a commis un terrible péché. Quel péché? Ce mas, dit Jean Moreau en désignant la bâtisse de Pierre, a été érigé sur un site sacré, un lieu où les anciens venaient pour communier avec les esprits. Pierre de la Croix a profané cet endroit. Et lorsque nuit et ombre sont apparus, alors qu'ils n'étaient que des louveteaux, il a tenté de les soumettre. Il les a enchaînés, les a frappés lorsqu'ils désobéissaient, les a privés d'eau sous un soleil de plomb pour les briser. Il voulait en faire ses chiens de garde, ses trophées. Lorsqu'ils ont grandi et sont devenus trop puissants, il a essayé de les abattre. Et que s'est-il passé? Jean Moreau effleura une vieille cicatrice sur son bras, une marque de brûlure. Ils se sont défendus. Pierre de la Croix a disparu une nuit. Nul n'a retrouvé son corps. Mais je sais, moi, ce qu'il est advenu. La garrigue, par l'intermédiaire de ses gardiens, a repris ce qui lui appartenait. Les bêtes qu'il avait torturées lui ont présenté l'addition. Sandrine frissonna, et ce n'était pas de froid. Et vous? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi m'aider? Parce que j'ai une dette envers votre lignée, répondit calmement Jean Moreau. J'ai connu votre grand-mère, Monique Moreau, la guérisseuse de Roussillon. C'est elle qui m'a appris à écouter la terre, lorsque j'étais jeune homme et qu'elle était déjà une vieille femme. Elle m'a enseigné les lois de l'équilibre. Sandrine écarquilla les yeux. Elle se souvenait à peine de sa grand-mère, une femme de la terre dont sa mère parlait si peu. Lorsque j'ai appris qu'une femme géante, la petite fille de Monique, avait acheté le mas profané, poursuivit Jean Moreau, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. La garrigue vous a guidé jusqu'ici, et il était de mon devoir de venir honorer ma dette de savoir. Sandrine regarda l'étable, puis le vieil homme. Pouvez-vous nous aider? Pouvez-vous faire quelque chose pour nuit et ombre? Jean Moreau resta silencieux un long moment, observant le visage de Sandrine, sa taille, sa peur, sa force. Je le peux. Mais mon intention n'est pas de les tuer. Ces bêtes sont l'incarnation de la colère de la terre. Elles protègent ce lieu sacré. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont blessées et méfiantes. Alors, que comptez-vous faire? Jean Moreau se tourna vers l'étable avec une expression de profond respect. Je vais leur réapprendre la confiance. Je vais leur demander l'autorisation. Et je ferai de vous, leur geôlier, leur protecteur. Sandrine crut que le vieil homme avait perdu la raison. Demander l'autorisation, enseigner la confiance à des bêtes qui avaient tué un homme et terrorisé des familles entières. Mais avait-elle le choix? Elle était prise au piège, sans argent, sans vivre, avec 2 démons de la garrigue qui la harcelaient chaque nuit. Le moindre espoir, aussi infime ou insensé fût-il, était préférable à une mort certaine. D'accord, dit Sandrine, la voix brisée pour la première fois. Mais mes enfants. Mes enfants restent enfermés dans la maison pendant que vous ferez ce que vous avez à faire. Jean Moreau acquiesça gravement. C'est plus prudent. Et vous de même, la géante. Restez à l'intérieur. Ce que je m'apprête à faire est un dialogue, s'il est interrompu, il deviendra dangereux. Il n'eut pas besoin d'en dire plus. Le danger était palpable. Sandrine courut à la maison, rassembla Lucas et Manon. Enzo dormait encore et les confina dans la chambre du fond, la plus éloignée de l'étable. Lucas protesta, il voulait voir, mais Sandrine fut intraitable, le visage livide. Restez ici. Ne sortez pas. Ne regardez pas par la fenêtre, quoi qu'il arrive. Puis Sandrine retourna dans la pièce principale et bloqua la porte. Mais elle ne put se résoudre à obéir au vieil homme. Elle ne pouvait pas se cacher. Sa nature, sa taille, son instinct maternel lui commandaient d'être témoin. Elle s'approcha de la même fenêtre sale par laquelle elle avait observé la nuit précédente et regarda, la gorge nouée. Jean Moreau s'avança vers l'étable effondrée d'un pas lent et mesuré, presque une danse rituelle. Il ne montrait aucune peur, seulement un respect infini. Il s'arrêta à quelques mètres de l'entrée obstruée. De sa besace, il sortit une poignée de ce qui semblait être de la farine de châtaigne.
il la souffla en direction de l'étable, murmurant des mots dans une langue que Sandrine ne connaissait pas, une langue ancienne qui semblait être le murmure du vent lui-même. Nuit, dit-il ensuite en français, sa voix douce mais portant loin. Je suis là. C'est Jean. Je ne te veux aucun mal. Je suis venu pour parler. Un grognement féroce, un rugissement de rage s'éleva de l'intérieur. L'étable vibra. Jean ne bougea pas d'un pouce. Souviens-toi de moi, mon frère. C'est moi qui t'apportais de l'eau quand le maître te laissait enchaîner au soleil. C'est moi qui te donnais à manger quand Ombre était blessée. Souviens-toi. Le grognement perdit de son intensité. Il se mua en une plainte confuse. Je vais dégager les pierres, Nuit. Je vais t'ouvrir un passage. Je ne te ferai aucun mal. Tu pourras sortir, retrouver Ombre. Mais tu dois avoir confiance. Tu dois écouter. Jean s'approcha de l'amas de pierre et de poutrée, avec une force étonnante pour son âge, commença à dégager les décombres, un par un, avec une lenteur calculée. Durant un instant terrifiant, le silence se fit. Sandrine retint son souffle. Puis une ombre massive se profila dans l'obscurité de l'étable. Nuit était encore plus impressionnant en plein jour. Il était colossal. Son pelage noir comme le charbon était souillé de poussière et de sang séché. Ses muscles puissants roulaient sous sa peau, et ses yeux rouges, flamboyants de fureur et de douleur, se fixèrent sur Jean. L'animal n'était que pure puissance prédatrice. Sandrine serra le couteau si fort que ses jointures blanchirent. Le vieil homme se tenait à moins de 3 mètres de la bête, sans la moindre arme. Jean ne recula pas, ne fit aucun geste brusque. Il resta simplement là, immobile, aussi serein que la garrigue au lever du jour, fixant la bête loup droit dans les yeux. « Tu n'es plus enchaîné, Nuit, dit Jean à voix basse. Je ne suis pas ton ennemi. Mais cette terre a de nouveaux habitants. Et ils sont innocents. Ce sont des enfants. Tu ne peux pas t'en prendre aux innocents. » Le loup géant fit un pas hors de l'étable, puis un autre. Il s'arrêta, jaugeant le vieil homme, ses babines retroussaient les sangs échappés de la salive, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Sandrine pouvait percevoir le conflit chez l'animal, la lutte entre l'instinct de tueur forgé par la torture et un lointain souvenir de bienveillance. C'est alors que Jean fit quelque chose d'inouï, quelque chose qui glaça le sang de Sandrine plus encore que les grognements. Le vieil homme s'agenouilla lentement dans la poussière. Il posa ses 2 mains, paumes ouvertes, sur ses genoux. Il s'offrait, plus petit que la bête, dans une posture de soumission totale, sans aucune menace. Mais son regard sombre ne quitta pas un instant les yeux rouges de la bête loup. « C'est toi le gardien ici, Nuit. Tu es la voix de la garrigue, dit Jean, sa voix toujours aussi douce. Je reconnais ta puissance. Mais cette femme est du sang de Monique, celle qui soignait la terre. Elle peut être une gardienne humaine, pas une destructrice comme l'autre. » Le grand loup inclina la tête, déconcerté par ce geste, par l'aura de calme qui émanait du vieil homme. Il fit encore un pas. Il était si proche maintenant que Sandrine pouvait voir la buée de son souffle dans l'air frais du matin. Il pouvait anéantir le vieil homme d'un seul coup. Jean, toujours à genoux, leva lentement une main, paume offerte, sans chercher le contact, laissant à la bête le choix. Nuit s'approcha prudemment et renifla la main. Sa truffe humide effleura la peau tannée de Jean. Durant un instant qui parut une éternité, l'animal et l'homme restèrent liés par ce geste de confiance absolue. Puis la bête loup recula, émit un grognement sourd, presque un soupir, et tourna les talons. D'un trot lourd mais rapide, il se dirigea vers les collines et disparut dans la garrigue. Avant de s'effacer, il jeta un dernier regard en arrière. Ce n'était plus un regard de fureur. C'était un regard de reconnaissance, teinté de doute. Jean resta agenouillé un long moment après la disparition de la bête. Puis il se releva, époussetant sa chemise. Ses mains, remarqua Sandrine, tremblaient légèrement. Même pour lui, le risque avait été immense. Ce n'est que la première étape, dit Jean en s'approchant de la porte où Sandrine l'observait, les yeux écarquillés. Nuit s'est souvenue. C'est un bon début. Mais Ombre, la femelle. C'est elle le véritable défi. Elle est plus méfiante, et sa mémoire de la souffrance est plus vive. Elle considère toujours cet endroit comme un sanctuaire profané qu'elles doivent défendre. Et maintenant ? Demanda Sandrine, d'une voix à peine audible.
Maintenant, je reste. Je dormirai ici, dans la cour. Je leur parlerai chaque jour. Je leur apporterai des offrandes. Jusqu'à ce qu'elles comprennent que vous n'êtes pas une menace. Jusqu'à ce que ce mas redevienne un foyer pour tous, sans plus de violence. Sandrine secoua la tête, incrédule. Vous allez apprivoiser ces démons? On n'apprivoise pas la garrigue, la géante. Jamais, répondit Jean, le regard tourné vers les collines où Nuit avait disparu. Je vais conclure un pacte. Un accord de respect mutuel. Elles protégeront ce lieu des véritables dangers, les bandits, les serpents, et nous les protégerons de la chasse et de la profanation. Est-ce possible? Jean sourit enfin, son visage se creusant d'un millier de rides. Ta grand-mère Monique était convaincue que tout est possible, pour peu que l'on restaure l'équilibre. Je vais honorer sa mémoire en lui donnant raison. Ainsi débuta la période la plus étrange et la plus irréelle de l'existence de Sandrine Dubois. Jean établit un modeste campement près du puits, refusant de dormir à l'intérieur de la maison. Il affirmait devoir se trouver sur le territoire des bêtes-loups, se fondre dans le paysage, ne pas être une intrusion supplémentaire. Les premiers jours, la tension fut quasi insoutenable. Les bêtes-loups se tenaient à distance. Elles se montraient au crépuscule, deux silhouettes massives et sombres se découpant sur le ciel orangé, observant le mas depuis le sommet des collines. Leur hurlement emplissait la nuit, des plaintes profondes et déchirantes, mais elles n'attaquaient plus la maison avec la même rage aveugle. La présence constante de Jean dans la cour, assis paisiblement près d'un petit feu de chêne vert, semblait les dérouter. C'était un élément qu'elles ne comprenaient pas, un humain qui n'agissait pas comme les autres. Jean instaura un rituel sacré. Chaque matin, avant que le soleil ne devienne trop ardent, il nettoyait la margelle du puits et puisait de l'eau fraîche, en laissant une écuelle en terre remplie à ras-bord sur une pierre plate, en bordure de la cour. À côté, il déposait une poignée de farine de châtaigne. Il ne s'agissait pas de nourrir des bêtes d'une telle taille. C'était une offrande, un signe de respect. Et il parlait sans cesse, non pas directement à elle, mais au vent, à la terre. De l'eau pour étancher la soif de la garrigue. Du grain pour honorer la force de la terre. Nous sommes ici en paix. Nous ne sommes pas comme l'homme de fer qui vous a fait du mal. Jean apprit également à Sandrine et aux enfants à se mouvoir différemment, à habiter les lieux autrement. Ne craignez pas la garrigue, la géante, lui expliqua-t-il un après-midi alors qu'elle scrutait les collines avec anxiété. Craignez votre propre arrogance. Les bêtes-loups n'attaquent pas la peur, elles attaquent l'irrespect, le bruit, l'invasion. Quand vous marchez, posez le pied avec douceur. Remerciez la terre de vous porter. Ne criez pas, ne courez pas. Il leur enseigna à ne rien jeter, à ne pas même tuer une araignée dans la maison sans d'abord en demander la permission à son esprit. Tout a une raison d'être, disait-il. Tout participe à l'équilibre que Pierre Delacroix a rompu. Si nous sommes prévisibles, si nous nous déplaçons comme le vent et non comme l'orage, Ombre nous considérera comme faisant partie de la terre, et non comme une vermine à éradiquer. Lucas, à 11 ans, était totalement captivé par Jean. Il le suivait partout, observant en silence le vieil homme déchiffrer les traces dans la poussière, trouver des racines comestibles ou prédire la direction du vent. Manon, en revanche, était toujours terrorisée. Elle ne quittait guère la maison, passant des heures à épier les bêtes par la fenêtre, en priant silencieusement. Le petit Enzo éprouvait de la peur, mais aussi une curiosité d'enfant, demandant quand les « gros chiens » viendraient jouer. Une semaine plus tard, Jean franchit une nouvelle étape. Il se mit à marcher en direction des grottes ombragées à flanc de colline, là où il savait que les bêtes-loups se reposaient aux heures les plus chaudes. Il n'y allait pas directement, mais décrivait de larges cercles, se rapprochant un peu plus chaque jour, murmurant toujours ses chants apaisants, laissant toujours une petite offrande de tabac sauvage. Les bêtes le laissaient approcher, répondant par de sourds grognements depuis l'obscurité des rochers, mais ne l'attaquaient pas, tant qu'il ne franchissait pas une limite invisible que lui seul semblait percevoir. C'est une danse, expliqua Jean à Sandrine ce soir-là, alors qu'ils partageaient une maigre galette de sarrasin salé. Elle fixe les règles. Je les respecte. Mais chaque jour, les limites reculent un peu. La confiance, c'est comme un chêne vert, elle pousse lentement, mais ses racines sont solides. Combien de temps? Combien de temps cette danse va-t-elle durer, Jean? Demanda Sandrine, la voix lourde d'angoisse. La farine de châtaigne que j'ai apportée est presque épuisée.
Nos provisions de la mine. Il ne reste plus rien. Jean acquiesça, conscient de la pression. Les vivres manquaient. Les quelques pièces qui lui restaient n'avaient aucune valeur au milieu de la garrigue. Elle devait pouvoir sortir, chasser le lapin, chercher de l'eau plus loin, et c'était impossible avec les bêtes-loups qui rôdaient, surveillant la moindre de ses sorties. Comme s'il avait perçu le désespoir de la mère géante, Jean prit une décision audacieuse. La deuxième semaine, il commença à déposer les offrandes plus près de la maison, non plus en bordure de la cour, mais près du porche, à quelques mètres seulement de la porte d'entrée. Nuit, le mâle suivait la piste de l'eau et de la farine avec circonspection, mais c'était Ombre, la femelle, qui préoccupait Jean. Elle était plus intelligente, ses moindres gestes étaient calculés. Elle ne suivait pas la nourriture, elle suivait Jean, l'observant, cherchant à déceler une ruse. Puis, le vieil homme franchit un pas de plus. Il s'asseyait, immobile comme un roc, à côté de l'écuelle d'eau, à quelques mètres de la porte. Lorsque les bêtes s'approchaient à la tombée de la nuit, elles passaient près de lui à une distance que Sandrine mesurait le cœur serré. Elles auraient pu le mettre en pièces en une seconde, mais elles ne le faisaient pas. Elles buvaient l'eau, ignoraient la farine, l'offrande était symbolique, pas une corruption et le fixaient de leurs yeux rouges insondables. Elles apprenaient que cet humain-là, ce vieil homme qui sentait la terre et le tabac, était inoffensif. Vint alors le moment que Sandrine redoutait. Jean s'approcha de la porte barricadée. La géante, dit-il de sa voix douce. Cette nuit, lorsqu'elles viendront, il faudra que vous sortiez avec moi. Elles doivent vous voir. Elles doivent comprendre que vous êtes la nouvelle gardienne de la maison de pierre. Sandrine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sortir? Avec elle dehors? Vous êtes fou? Je ne laisserai pas mes enfants. Elles doivent voir que vous n'êtes pas une prisonnière, insista Jean avec patience. Si vous restez caché, vous êtes une menace. Si vous sortez, en ma présence, et que vous ne montrez aucune peur, Ombre comprendra que vous faites partie de ce lieu, tout comme moi. Sandrine ne voulait pas. Son corps imposant était secoué de tremblements. Tout son instinct maternel lui hurlait de rester à l'abri des murs de pierre, pour protéger ses petits. Mais elle faisait confiance au vieil homme. Elle faisait confiance au savoir ancestral qui émanait de lui. Ce fut juste avant l'aube, à cette heure grise et froide où le monde hésite entre la vie et la mort. Les bêtes étaient généralement plus calmes à ce moment-là. Jean sortit le premier. Sandrine le suivit, se sentant absurdement grande et vulnérable, une cible parfaite. Le vieil homme la fit se placer derrière lui, la protégeant en partie de son propre corps frêle. Ombre était là, couchée au milieu de la cour, à une trentaine de mètres. Ses yeux rouges s'embrasèrent d'une lueur glaciale lorsqu'elle vit du mouvement à la porte, lorsqu'elle vit la femme géante sortir de sa tanière. Elle se mit sur ses gardes. Chaque muscle de son corps sombre se tendit, prêt à bondir. « Bonjour, Ombre, » dit Jean posément, comme s'il s'adressait à une voisine. « Je te présente Sandrine. C'est la nouvelle gardienne de la maison. Elle est du sang de Monique, celle qui soignait la terre. Elle n'est pas l'homme de fer. Elle n'est pas une menace. Elle est de la famille de la terre. » Le mot « famille » résonna dans le silence total. Ombre dévisagea Sandrine pendant un long, très long moment. Sandrine sentait l'intelligence de la bête la jauger, la soupeser, décider de son sort. Puis Ombre fit quelque chose de surprenant. Elle émit un reniflement, un son d'impatience, et détourna son regard de Sandrine. Elle reporta son attention sur un lapin qui gambadait au loin. C'était un geste de dédain, mais aussi d'acceptation. Elle ne méritait pas qu'on l'attaque. Elle faisait, comme l'avait dit Jean, partie du paysage. Les jours suivants, Sandrine sortit plus fréquemment, toujours en présence de Jean, toujours avec des mouvements lents et mesurés. Progressivement, les bêtes-loups cessèrent de réagir à sa présence. Elle s'intégra au décor, au même titre que Jean, que le puits, que les chênes verts. La véritable épreuve, l'épreuve du feu, eut lieu 3 semaines après l'arrivée de Jean. Le vieil homme s'approcha de Sandrine alors qu'elle rapiéçait les vêtements de Lucas. La géante. Les bêtes vous acceptent, vous et moi. Mais il y a d'autres odeurs. De petites odeurs. Des odeurs de petits d'hommes. Tant que ces odeurs resteront cachées, Ombre restera sur le qui-vive. Elle continuera de voir la maison comme une tanière qui dissimule quelque chose. Les enfants doivent sortir.
Sandrine bondit, sa tête frôlant les poutres du plafond. Non. Absolument pas. Qu'elles me tuent si elles veulent, mais elles ne toucheront pas à mes enfants. Je ne prendrai pas ce risque. Sandrine, dit Jean, l'appelant par son nom pour la première fois, sa voix ferme mais pleine de compassion. Si les bêtes-loups n'acceptent pas les enfants, vous ne pourrez jamais vivre ici. Que comptez-vous faire? Les garder enfermés dans cette chambre jusqu'à ce qu'ils soient grands? Ils deviendront les prisonniers de leur propre refuge. La peur les tuera à petit feu, plus sûrement que les bêtes. Je préfère cela à les voir en morceaux, répliqua Sandrine, la voix étranglée par l'angoisse. Je comprends. C'est la peur d'une mère. Mais regardez. Jean montra la fenêtre. Ombre, la femelle, buvait tranquillement à l'écuelle que Jean avait laissée à quelques mètres de la porte. Elle pourrait enfoncer cette porte si elle le voulait. Elles sont plus fortes que la pierre. Ce sont des prédateurs parfaits. Si elles n'attaquent pas, c'est parce qu'elles apprennent. Elles sont en train de décider si ce territoire peut être partagé. Sandrine lutta contre la panique qui l'envahissait. Jean avait raison. Si elles ne franchissaient pas ce pas, si elles ne faisaient pas confiance au processus, ils étaient condamnés à une vie de terreur, prisonniers de leur propre maison. Commençons par Lucas, suggéra Jean, sentant qu'elle hésitait. C'est l'aîné. Il est calme, observateur, comme moi. Si ça fonctionne avec lui, les autres suivront. Il fallut 2 jours à Sandrine pour trouver le courage, 2 jours d'insomnie, de prière et de malédiction. Finalement, par un matin clair et sans vent, elle appela Lucas. « Mon fils, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Et que tu fasses confiance à Jean. Nous allons voir les gros chiens. Mais tout va bien se passer. Jean nous a montré comment faire, et il sera là pour nous protéger. » Ils sortirent ensemble. La plus étrange procession de la garrigue. Jean en tête, Sandrine au milieu, sa main géante posée sur l'épaule de Lucas qui la suivait. Le garçon était blanc comme un linge, mais il avançait d'un pas déterminé, sans trembler. Nuit était dans la cour. Lorsqu'il vit le trio, il se leva d'un bond. Ses yeux rouges se fixèrent sur Lucas. La nouvelle présence. Petite, vulnérable. Un petit homme. Sandrine sentit Lucas se raidir sous sa main. Elle resserra sa prise sur son épaule, comme pour l'ancrer au sol. Nuit, appela Jean, sa voix claire et calme. Un autre membre de la famille de la Terre. Un enfant sous protection. La bête-loup s'approcha lentement d'eux, chaque pas empreint d'une puissance calculée. Sandrine eut envie de crier à Lucas de fuir, mais elle se força à rester immobile, à faire confiance au vieil homme et à la bête. Nuit s'arrêta à environ 5 mètres. Son énorme tête s'inclina, il huma l'air, étudiant le garçon, évaluant le danger. Lucas laissa échapper un souffle tremblant. Il est plus grand que l'ânesse. Jean eut un petit rire sec. Oui, mon garçon. Et bien plus malin. Il comprend bien plus de choses que nous ne l'imaginons. Nuit les observa encore un instant. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il se coucha dans la poussière en émettant un grognement sourd, adoptant une posture détendue, presque indifférente. C'était un signe d'acceptation. Lucas était sauf. Ce jour-là, il se promena dans la cour, toujours à proximité de Jean, tandis que Nuit l'observait d'un œil distrait. Après Lucas, ce fut le tour de Manon. La fillette de 8 ans était si terrorisée qu'elle refusa de sortir pendant 2 jours. Ce fut Sandrine qui dut finalement la traîner dehors, sa main géante en serrant la petite main de sa fille. « Ne la regarde pas dans les yeux, ma chérie. Regarde le sol. Marche doucement, lui chuchota Théel. Ce fut Ombre, la femelle, qui l'accueillit. La bête s'approcha de la fillette tremblante, la renifla de la tête aux pieds, avec une telle intensité que Manon se mit à pleurer en silence. Sandrine et Jean restèrent figés. Ombre lécha une des larmes salées sur la joue de l'enfant, puis, comme satisfaite, elle s'éloigna. Enzo fut le dernier. Le petit de 5 ans, trop jeune pour comprendre la terreur, ne voyait que de gros chiens. Lorsque Nuit s'approcha pour le sentir, le garçon se mit à rire et tendit la main pour le caresser. Jean dut l'attraper au vol à la dernière seconde. Non, Enzo. On regarde, mais on ne touche pas. Ce sont les gardiens.
L'enfant, impressionné, se contenta de répéter « Gros gardien ». Les mois passèrent. L'été brûlant de 1925 céda la place à un automne sec et venteux. La vie au mas de l'ombre trouva un équilibre surréaliste. Sandrine et les enfants apprirent à cohabiter dans une harmonie prudente et respectueuse avec les bêtes. Jean, le vieil homme des Cévennes, resta, mais son campement près du puits fut peu à peu démantelé. Il y avait trop à faire au mas pour une seule femme, même aussi grande que Sandrine. Le vieil homme devint indispensable. Avec une dextérité qui démentait son âge, il répara le toit effondré avec du pisé qu'il fabriqua lui-même avec la terre du ruisseau. Il consolida la porte de l'étable, aida Sandrine à aménager un plus grand potager, lui enseignant à demander la permission à la terre avant de semer le maïs et les lentilles qu'il ramenait de ses silencieux voyages. Entre Jean et Sandrine s'installa un respect profond et silencieux. Ce n'était ni de l'amour, ni même de l'affection. C'était le partenariat de deux âmes anciennes, deux survivants qui apprenaient à se fier l'un à l'autre. Un pacte aussi tacite et solide que celui qu'il avait scellé avec les bêtes-loups. Et les bêtes, elles, se transformèrent. Nuit et ombre cessèrent d'être des menaces pour devenir une présence constante et paisible. Elles dormaient à l'ombre des grands chênes verts pendant la journée, leur corps sombre se fondant dans le jeu de lumière. Elles chassaient sur les collines la nuit. Leur hurlement n'était plus une menace, mais une affirmation de leur territoire. Elles revenaient toujours à l'aube pour s'abreuver à l'écuelle d'eau que Jean ne manquait jamais de remplir. Le vieil homme continuait de les nourrir de temps à autre avec un lapin, mais il comprit que c'était plus pour entretenir le lien que par nécessité. Les bêtes-loups étaient des chasseurs hors pair. L'eau et le respect leur suffisaient. Un jour, cependant, un événement extraordinaire vint sceller le pacte de manière inattendue. Lucas, qui aidait désormais Jean à ramasser du bois, s'affairait près du ruisseau. Il ne vit pas la vipère aspic, une énorme vipère enroulée et prête à mordre, parfaitement camouflée dans la terre sèche. Le sifflement retentit, sec et mortel. Avant que Lucas n'ait eu le temps de réagir au danger, avant que Jean, à plusieurs mètres de là, ne puisse intervenir, ombre surgit de nulle part. Elle n'arriva pas en courant des collines, elle sembla se matérialiser depuis l'ombre d'un chêne vert, un éclair de muscles noirs. D'un mouvement si fulgurant que l'œil pouvait à peine le suivre, l'énorme bête abattit sa patte avant sur le sol. Ce ne fut pas un coup de griffe d'avertissement. Ce fut un coup fatal. La tête de la vipère fut écrasée contre les pierres avant même qu'elle n'ait pu frapper. Ombre resta un instant immobile, la patte sur le serpent mort, puis, avec le même calme surnaturel, elle s'éloigna, laissant le reptile déchiqueté aux pieds de Lucas. Le garçon resta paralysé, les yeux écarquillés, incapable de crier. Sandrine, qui avait entendu le sifflement depuis le potager, arriva en courant, sa silhouette massive soulevant la poussière, son couteau à la main. Jean la rejoignit. Ils trouvèrent Lucas tremblant, mais sain et sauf, le regard fixé sur le serpent mort. Sandrine regarda le reptile, puis la silhouette d'ombre qui s'éloignait tranquillement vers le puits. Le souffle lui manqua. Elle l'a sauvé, murmura-t-elle, incrédule. Elle l'a protégé. Jean acquiesça lentement, son visage tanné exprimant une profonde satisfaction. Elles ont enfin compris. Il fait partie de la meute. Et le territoire. On protège le territoire. À partir de ce jour, le pacte invisible se renforça. Nuit et ombre ne furent plus de simples observateurs passifs, mais des gardiens actifs. Lorsqu'une petite meute de loups affamés, attirée par les odeurs de cuisine, tenta de s'approcher du mas, Nuit et ombre les interceptèrent au niveau du ruisseau. Ce ne fut pas un combat, ce fut une démonstration de force silencieuse qui établit clairement leur autorité. Quand deux déserteurs, des bandits de grand chemin qui sévissaient sur l'ancien chemin de campagne, firent un détour vers le mas en quête d'eau et de rapine, Ombre s'assit au milieu du sentier, leur barrant le passage. Les hommes, voyant cette apparition de la taille d'un cheval, aux yeux qui luisaient en rouge même en plein jour, firent feu. Leurs balles se perdirent sans danger dans les rochers, tandis que la bête restait impassible. Ils s'enfuirent en hurlant que le mas était gardé par le diable en personne. Le mas que Sandrine Dubois avait acquis pour 500 francs, la propriété que tous au village redoutaient, devint subitement l'endroit le plus sûr de toute la Provence. Et la nouvelle, comme le vent, se propagea. Les voyageurs, les muletiers, les mineurs, tous entendirent les récits. La veuve géante qui vivait avec 2 bêtes-loups surnaturelles. Les créatures démoniaques qui protégeaient ses enfants.
Le vieil homme des Cévennes qui avait pactisé avec les esprits de la garrigue. Certains, les plus audacieux ou les plus insensés, vinrent pour voir. Jean les accueillait toujours à la lisière du ruisseau, sa silhouette frêle mais imposante. Il leur signifiait clairement qu'ils ne devaient pas s'approcher. Les bêtes-loups toléraient les habitants du mas, mais les étrangers restaient des intrus potentiellement dangereux. Le mas, pour la première fois depuis des décennies, se mit à prospérer. Sandrine, Jean et Lucas cultivaient la terre sans plus aucune crainte. Le potager donnait de belles récoltes sous le soleil de plomb, grâce aux techniques d'irrigation enseignées par Jean. Le vieil homme parvint même à introduire quelques poulets et un couple de chèvres, qu'il installa dans un enclos de pierres renforcées que nuit et ombre apprirent, non sans quelques grognements de résignation, à ne pas franchir. L'hiver sec de 1926 amena des vents glacials et de nouveaux périls. Ce fut par un après-midi gris de janvier que survint l'incident qui allait mettre le pacte forgé par Jean à l'épreuve ultime. 3 hommes à cheval apparurent sur le sentier du ruisseau. Ce n'étaient pas des voyageurs ordinaires, mais des déserteurs. On le devinait aux lambeaux d'uniforme militaire qu'ils portaient sous leur cape sale, à leurs fusils en bandoulière et à leur visage marqué par le vice et la violence de la guerre. Ils venaient de l'ancien chemin de campagne, fuyant une défaite, affamés et dangereux. Sandrine était seule dans la cour, en train de fendre du bois, sa grande taille lui conférant une force considérable. Jean était parti 2 jours plus tôt dans les Cévennes, à la recherche d'herbes médicinales. Les enfants étaient à l'intérieur, occupés à moudre le peu de maïs qu'il leur restait. « Bonsoir la compagnie », lança le chef, un homme balafré, en jaugeant le mas. « Joli coin que vous avez là. » Toute seule ? Sandrine sentit le danger instinctivement. Elle planta sa hache dans le billot et se redressa. Sa stature de près de 2 mètres était sa seule défense. « Bonsoir. Passez votre chemin. Il n'y a rien pour vous ici. » L'homme eut un sourire glacial. « Nous avons faim et soif. Et nous voyons un puits et une maison. » Lui et ses complices mirent pied à terre, leur geste lent et arrogant. « Je n'ai rien à donner aux étrangers, » dit Sandrine, sa voix grave résonnant dans la cour. « Je vous conseille de repartir. Cette terre a des propriétaires. » Le chef éclata de rire. « Des propriétaires ? Vous, une femme seule avec des mioches ? Ce n'était pas une demande, madame. À manger. » Les 3 hommes s'avancèrent, se déployant pour l'encercler. L'un d'eux sortait déjà son couteau. Sandrine recula d'un pas, s'interposant entre eux et la porte de la maison. Son cœur battait à tout rompre. Elle hurla à l'adresse de Lucas, sa voix un coup de tonnerre, barricadez la porte. Ne sortez sous aucun prétexte. Les déserteurs ricanèrent. Tiens, elle a même des petits. Ils n'achevèrent pas leur phrase. Nuit bondit de l'étable en ruine où il somnolait, invisible. Il n'y eut ni grognement, ni avertissement. Juste un mouvement silencieux, une ombre noire qui s'abattit sur l'homme le plus proche. Le déserteur n'eut même pas le temps de lever son arme. Nuit le percuta à la poitrine, un choc qui sonna comme un coup de masse, le projetant au sol. L'homme poussa un hurlement de terreur et de douleur. Les 2 autres se figèrent, pétrifiés, tentant d'ajuster leur tir, mais Ombre était déjà derrière eux, sortie de l'ombre du porche où elle avait tout observé. Les 2 bêtes géantes s'interposèrent entre Sandrine et les hommes, la protégeant. Leur grognement emplissait maintenant l'air, un son bas et vibrant qui vous glaçait le sang. Leurs babines noires se retroussèrent, dévoilant des crocs acérés comme des poignards. « Partez !» cria Sandrine, sa voix retrouvant sa fermeté, soutenue par la puissance de la garrigue. « Partez maintenant, ou elles vous tueront. » Les 2 hommes encore debout, livides, aidèrent leur complice à se relever. Celui-ci était à moitié inconscient, la poitrine lacérée par les griffes de nuit. Ils battirent en retraite, trébuchant, sans jamais tourner le dos aux bêtes. « Sorcière !» cracha le chef. « Une sorcière et ses démons. »« Partez !» répéta Sandrine. Et ils partirent. Ils se précipitèrent vers leurs chevaux, grimpèrent en selle maladroitement et détalèrent le long du ruisseau comme si le diable en personne les poursuivait. Les bêtes-loups ne les suivirent pas. Elles restèrent là, aux côtés de Sandrine, haletant doucement, leurs yeux rouges toujours fixés sur le chemin par où les hommes avaient disparu. Elles restèrent ainsi, telles des statues d'obsidienne, jusqu'à ce que l'écho du galop s'éteigne dans le vent. Alors Ombre, la femelle, s'approcha de Sandrine.
Pour la première fois depuis son arrivée en ces lieux, la femme géante tendit une main tremblante. Non pour attaquer, mais pour toucher. Sa main, large comme une assiette, effleura la tête de l'énorme bête. Le pelage était rêche, sec, imprégné de la poussière de la garrigue, mais chaud, vibrant de vie. L'animal était si grand que sa tête arrivait presque à la poitrine de Sandrine. « Merci », murmura-t-elle, les larmes affleurant enfin à ses yeux, non des larmes de peur, mais de gratitude infinie. « Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé mes enfants. » Ombre la regarda de ses yeux rouges et intelligents, laissa échapper un souffle chaud, puis, avec une dignité royale, elle s'éloigna et retourna se coucher à sa place habituelle, à l'ombre du porche, comme si de rien n'était. Nuit regagna l'étable. Quand Jean revint 2 jours plus tard, de son pas régulier et infatigable, il trouva Sandrine en train de réparer l'enclos des chèvres avec une nouvelle résolution. Elle lui raconta tout. Le vieil homme examina le sol où le chef des déserteurs était tombé. Il vit les taches de sang séché et les traces de bottes témoignant d'une fuite paniquée. « Ils ne reviendront pas », dit Jean avec une certitude absolue, en regardant les collines. Et ils colporteront l'histoire. L'histoire de la veuve géante et de ses gardiens surnaturels. Plus personne n'osera s'attaquer à ce mas. Et il avait raison. Le récit des déserteurs attaqués par des démons de la garrigue aux ordres d'une femme géante se répandit plus vite qu'une traînée de poudre. Certains disaient que Sandrine était une puissante sorcière des montagnes, d'autres que Jean était un sorcier des montagnes qui avait pactisé avec les esprits. Mais tous, des mineurs aux bandits, s'accordaient sur un point, le mas de l'ombre était un lieu inviolable, un sanctuaire de pouvoir ancien qu'il ne fallait pas profaner. Ce qui avait été une malédiction à 500 francs était devenu la plus sûre des protections du sud de la France. Les mois qui suivirent furent d'une quiétude presque inconnue en ces terres violentes. Le mas prospérait. Jean et Sandrine travaillaient la terre côte à côte, en silence, se comprenant sans avoir besoin de mots. Le respect qu'ils se vouaient s'était mué en quelque chose de plus profond, une affection tacite née de la confiance absolue et des épreuves surmontées ensemble. Les enfants grandissaient, forts et étonnamment sereins. Lucas, à 12 ans, s'initiait au secret de la garrigue auprès de Jean. Manon, à 9 ans, avait vaincu ses peurs et aidé sa mère au potager, allant jusqu'à laisser des écuelles de lait de chèvre pour ombre. Et Enzo, le petit, à 6 ans, parlait au « gros gardien », comme à des membres de la famille, leur narrant ses aventures de la journée tandis que Nuit l'observait depuis l'étable avec une patience quasi paternelle. Ce fut Manon qui, un jour, mit des mots sur ce que tous ressentaient confusément. Un soir, alors qu'ils étaient tous attablés pour le dîner galette de sarrasin, lentilles du jardin et fromage de chèvre, la fillette, qui avait maintenant presque 10 ans, fixa Jean qui mangeait en silence. « Jean, dit-elle, tu vas rester pour toujours avec nous ?» Le vieil homme s'arrêta de manger. Un silence se fit. Il leva ses yeux sombres et profonds vers Sandrine. Elle soutint son regard. Ils n'en avaient jamais parlé, pas avec des mots. Ils avaient communiqué par le travail partagé, le respect mutuel, la protection offerte et acceptée. La question de l'enfant flottait dans l'air, lourde de sens. « Si ta mère, la géante, y consent, dit Jean calmement, s'adressant à la fillette mais parlant pour Sandrine, j'aimerais beaucoup rester. Cette terre a besoin de quelqu'un pour l'écouter. » Sandrine sentit une boule se former dans sa gorge, non de tristesse, mais d'un soulagement immense, de gratitude, d'un sentiment de foyer qu'elle n'avait plus connu depuis la mort de Léo. « Nous en serions honorés, dit-elle, sa voix grave s'adoucissant. Cette maison est la tienne, Jean. Ce n'était ni une déclaration d'amour, ni une demande en mariage. C'était plus fort. C'était un engagement d'âme, la promesse de bâtir quelque chose ensemble, une famille improbable, rapiécée par la garrigue et unie par un pacte avec la terre elle-même. Jean ne remplaça pas le père que les enfants avaient perdu. Il devint autre chose, un grand-père, un mentor, le pilier de sagesse qui contrebalançait la force brute de Sandrine. Et pour Sandrine, il devint son partenaire au sens le plus noble du terme, son ancrage à la terre. 1 an plus tard, au printemps 1927, alors que le mas vivait sa 2e année de paix, un événement que personne, pas même Jean, n'avait anticipé, se produisit. Ombre, la femelle, disparut pendant 5 jours. Nuit, le mâle, resta au mas, mais il était nerveux, arpentant la cour, hurlant vers les collines des appels anxieux. Jean était inquiet. Les bêtes loups étaient territoriales, elles ne quittaient pas leur domaine si facilement.
Le 5e jour, Ombre réapparut. Elle n'était pas seule. Elle avançait avec peine, amaigrie, mais son regard brillait d'une férocité protectrice. Et derrière elle, chancelant sur leurs pattes trop grandes, trottinaient 3 louveteaux, 3 petites boules de poils noirs comme la nuit, les yeux à peine ouverts, d'un bleu laiteux. Jean resta sans voix en les voyant. Sandrine, à ses côtés, lui prit la main. Elle les a ramenés ici, murmura Sandrine avec une admiration mêlée de respect. Elle a mis bas dans les grottes, mais elle les a ramenés ici, dans la cour. Là où elle se sent en sécurité. C'était la preuve ultime, plus éloquente que toutes les défenses contre les bandits. Les bêtes ne considéraient plus seulement le mas comme leur territoire, mais comme leur foyer, un foyer suffisamment sûr pour y élever leur progéniture. Ombre installa ses petits près de la maison, dans une tanière improvisée sous les décombres de l'étable. Elle autorisait la famille humaine à les observer, à une distance respectueuse. Les petits étaient pâteaux, joueurs, totalement inconscients de la réputation légendaire de leurs parents. Nuit montait la garde en permanence, ses yeux rouges scrutant la garrigue, protégeant sa nouvelle famille. Les mois suivants, les louveteaux grandirent sous le regard vigilant d'Ombre et de Nuit. Les enfants de Sandrine, fascinés, observaient par la fenêtre les leçons de chasse, les jeux brutaux et l'apprentissage de ses futurs prédateurs. Jean imposa des règles aussi strictes que la pierre de la garrigue, ne touchez jamais les louveteaux. Ne vous approchez jamais sans moi. Ombre est une mère maintenant, et une mère, quelle que soit son espèce, est la force la plus imprévisible et la plus dangereuse de la création lorsqu'elle protège ses petits. Le plus remarquable était qu'Ombre tolérait la présence des enfants de Sandrine dans la même cour que ses propres petits. Une ligne invisible d'une dizaine de mètres ne devait jamais être franchie. Mais à l'intérieur de ces limites, les deux fratries grandissaient côte à côte sous le même soleil, s'abreuvant au même puits. Lucas, qui avait maintenant 13 ans, fit un jour cette remarque en observant les louveteaux se chamailler, c'est comme si on était des cousins, mais de 2 espèces différentes. Jean, à ses côtés, sourit. Peut-être bien, mon garçon. Une famille étrange pour une garrigue étrange. Mais une famille, malgré tout. Le mas acquit une réputation quasi sacrée. Les gens ne venaient plus par curiosité malsaine, mais en pèlerinage. Jean ne laissait jamais les pèlerins s'approcher trop près, mais cette curiosité donna naissance à un petit commerce singulier. Sandrine se mit à troquer son fromage de chèvre, réputé pour son parfum d'herbe de Provence, et les lentilles de son potager. Les voyageurs déposaient des offrandes de tabac, de sucre ou d'outils à la lisière du ruisseau, et trouvaient le lendemain les produits du mas à leur place. L'argent circulait peu, mais le troc suffisait à leurs besoins. Plus encore, c'était un gagne-pain honnête, fruit de leur labeur sur une terre qui était désormais la leur, protégée par les esprits mêmes qui avaient jadis tenté de les en chasser. Un jour, un anthropologue de Paris, un homme de science qui avait eu vent des rumeurs de loups-garous apprivoisés, offrit une somme considérable pour pouvoir étudier Nuit et Ombre, les photographier et mesurer les louveteaux. Jean refusa catégoriquement. Ce ne sont pas des sujets d'étude pour vos livres, docteur. Ce sont les maîtres de cette terre. Nous ne sommes que leurs locataires, avec leur permission. L'homme insista, augmenta son offre, jura qu'il ne ferait aucun mal aux animaux, qu'il voulait simplement comprendre. Jean resta inflexible, sa frêle silhouette droite de la dignité d'une montagne. La réponse est non. Et je vous conseille de partir. Ombre ne connaît rien à la science, mais elle sait reconnaître une menace pour ses petits. L'anthropologue jeta un regard par-dessus l'épaule du vieil homme et vit Ombre qui l'observait depuis l'étable, ses yeux rouges fixés sur lui, un grognement sourd vibrant dans l'air. L'homme ne se fit pas prier. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Une terrible sécheresse en 1928 faillit tarir le puits. La garrigue devint un enfer de poussière. Jean dut rationner l'eau pour les chèvres, et Nuit et Ombre s'absentaient pendant des jours, chassant toujours plus loin. Sandrine tomba malade, une fièvre de la garrigue qui la laissa entre la vie et la mort. Elle resta alitée 3 semaines, en plein délire. Les enfants, terrorisés, veillèrent sur elle. Mais c'est Jean qui la sauva, la soignant avec une tendresse inattendue, lui administrant des tisanes dont lui seul avait le secret, la rafraîchissant avec des linges humides. Et pendant toute cette période, Sandrine s'en souviendrait plus tard, Nuit et Ombre ne quittèrent jamais la cour. Ils se relayaient devant la porte de la maison, couchés, en faction, comme s'ils sentaient que la géante, l'autre gardienne du lieu, était vulnérable. Les bêtes protégèrent les enfants et le vieil homme pendant que Sandrine se rétablissait.
Les chèvres apprirent à ne pas les craindre, les enfants apprirent la résilience, et les bêtes loups restèrent les sentinelles silencieuses d'un foyer improbable, forgé dans le respect mutuel. 2 ans après l'arrivée de Jean, en 1927, rectifiant la chronologie interne pour maintenir le flux, survint l'événement qui allait révéler le plus sombre secret de la propriété. Un violent orage d'été s'abattit sur la région. Des pluies diluviennes tombèrent pendant une journée entière, transformant le ruisseau asséché en un torrent furieux. Une partie du flanc de la colline derrière la maison, détrempée, s'effondra dans un glissement de boue et de pierre. Une fois la tempête passée, Jean alla inspecter les dégâts. La colline éventrée révéla quelque chose que la garrigue avait dissimulé, des ossements. Des ossements humains blanchis par le temps. Jean se mit à creuser avec précaution, sous le regard horrifié de Sandrine. Il n'y avait pas un, mais 2 squelettes. À la vue des restes de bottes de cavalier de prix et d'une boucle de ceinture en argent oxydé, Jean identifia le premier. Pierre de la Croix, dit-il d'une voix sombre. L'ancien propriétaire. L'homme de fer. Et l'autre? Jean examina les os du second corps. Ils étaient plus petits, plus frêles. Des restes de fer rouillé enserraient encore les chevilles. Un ouvrier agricole, murmura Jean, peut-être un de ces journaliers que Pierre de la Croix traitait en esclaves. Mais le plus révélateur se trouvait sur le crâne de Pierre de la Croix. Des marques de crocs évidentes, des fractures par pression qui correspondaient parfaitement à la mâchoire d'un grand canidé. Jean se tourna vers l'étable, où Nuit se reposait, veillant sur Ombre et les louveteaux. Il les a torturés pendant des années, dit Jean à voix basse, plus pour lui-même que pour Sandrine. Il les a frappés, enchaînés, affamés. Et un jour, ils ont riposté. Il regarda le second squelette. Et il semble que Pierre de la Croix n'était pas seul ce jour-là. Il s'en prenait à quelqu'un d'autre, et les bêtes loups sont intervenus. C'était une révélation troublante. Les bêtes, qui protégeaient désormais Sandrine et ses enfants, avaient tué un homme. Mais elles l'avaient fait dans des circonstances que Jean, et maintenant Sandrine, jugeaient légitimes, la garrigue réclamant son dû. « Que faisons-nous, Jean » demanda Sandrine d'un souffle. « Nous faisons ce qui est juste, » répondit le vieil homme. « Nous leur offrons le repos. » Ils creusèrent une sépulture descente dans la terre sacrée, loin de la maison, mais à l'ombre d'un chêne vert. Ils y déposèrent les 2 corps, celui de l'oppresseur et celui de l'opprimé, laissant la garrigue les reprendre en son sein. Les autorités du village, informées par Jean quelques semaines plus tard, furent soulagées de pouvoir classer l'affaire de la disparition de Pierre de la Croix. La famille de la Croix, à Paris, ne manifesta aucun désir de récupérer la terre. Ils craignaient les bêtes loups, les histoires de sorcellerie. Ils étaient heureux de tourner la page, ce qui signifiait que le mas de Sandrine, acheté pour 500 francs, était bien le sien, légalement et définitivement. Mais cette découverte changea quelque chose en Sandrine. Jusqu'alors, elle voyait Nuit et Ombre comme des bêtes que Jean avait su amadouer. Désormais, elle comprenait qu'elles n'étaient pas de simples bêtes, mais une intelligence morale, quasi divine. Elles avaient tué un homme cruel pour sauver une victime. Elles étaient, à leur manière, la justice de la garrigue. Les années s'écoulèrent. Lucas devint un jeune homme de près de 20 ans. Il n'avait pas la stature de sa mère, mais il avait la sagesse silencieuse de Jean, avec qui il cultivait la terre. Manon, à 18 ans, était devenue une jeune femme belle et sereine, qui gérait avec une habileté surprenante le petit commerce de fromage et de peau. Enzo, à 15 ans, avait un don inné avec les animaux, s'occupant des chèvres et comprenant le langage des louveteaux, qui étaient désormais de jeunes adultes. Le mas prospérait. Il n'était pas riche d'argent, mais riche de paix, de nourriture, de sécurité. Et ils avaient toujours les bêtes loups. Les 3 louveteaux grandirent et, un jour, 2 d'entre eux prirent le chemin des Cévennes pour fonder leur propre territoire. Mais l'une, une femelle qu'Enzo avait baptisée Lune, resta, reconnaissant l'autorité de Nuit et Ombre. En 1935, 10 ans après l'arrivée de Sandrine, Nuit s'éteignit. Il se coucha simplement près du puits, son lieu de prédilection, et ne se réveilla plus. Il était vieux. Il avait eu une vie rude et avait trouvé la paix. Toute la famille pleura sa perte. Jean, devenu un patriarche vénérable, et Lucas creusèrent une tombe profonde en bordure de la cour. Ombre resta prostrée près de la tombe pendant 3 jours, sans manger, hurlant à la lune une plainte à fendre l'âme. Ce fut Sandrine qui, finalement, s'approcha de la bête. « Je sais,
lui dit-elle doucement, sa main géante sur le dos de la bête-loup. Perdre son compagnon, ça fait mal. Mais la vie continue, et ta famille a encore besoin de toi. Ombre la regarda de ses yeux rouges qui semblaient comprendre la douleur humaine, et lentement, elle se releva et regagna le porche. Elle vécut encore 2 ans, veillant jusqu'au bout. À sa mort, Jean l'enterra aux côtés de Nuit, sous le chêne vert. Gardien, dit le vieil homme, que la terre vous soit légère. Sandrine, qui avait maintenant 43 ans, et Jean, près de 80, était assis sur le porche un soir, contemplant la garrigue baignée de lune. Quand j'ai acheté cet endroit pour 500 francs, dit Sandrine, sa voix grave toujours aussi douce, je pensais que je venais y mourir. Je pensais que les bêtes-loups nous tueraient, moi et mes enfants. Jean sourit, ses rides éclairées par la lune. Et moi, je pensais que je mourrais en tentant de leur parler. Mais aucun de nous n'est mort. Non, dit Sandrine. Nous avons vécu. Et bien vécu. Elle regarda la maison de pierre, solide et sûre, le potager florissant, ses enfants devenus adultes, forts et bons. J'ai compris, dit-elle, que ces 500 francs n'avaient pas acheté de la terre. Ils avaient acheté une chance. La chance de prouver que le respect peut changer une malédiction en foyer. Jean hocha la tête. Ta grand-mère Monique serait fière. Tu as honoré ta lignée. Tu as restauré l'équilibre. Lune, la fille d'Ombre, poussa un hurlement au loin, affirmant sa présence. L'héritage se poursuivait. Et vous, pourriez-vous imaginer une telle vie, en cohabitation avec votre plus grande peur? Cette histoire nous enseigne que parfois, les malédictions que nous achetons pour une bouchée de pain sont en réalité les bénédictions qui façonneront notre existence. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû affronter une peur si grande qu'elle vous a transformé à jamais? Ou avez-vous trouvé la protection là où vous vous y attendiez le moins? Nous sommes impatients de lire votre histoire. Si le parcours de Sandrine et Jean vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Rejoignez cette communauté qui croit que même dans la plus aride des garrigues, le respect peut faire éclore la vie. Et n'oubliez pas de partager cette histoire. À bientôt.